Philippe Veilleux, bonjour. Bonjour Yannick. De nombreux professionnels se laissent séduire par un produit d'assurance à un moment donné de leur vie. Par exemple, quand un enfant naît, on sent le besoin de se couvrir en cas de décès. On se fait vendre les mérites de ce produit-là, mais on s'est aperçu qu'il comporte de nombreuses failles. C'est l'assurance vie universelle. En quoi ça consiste? En fait, l'assurance vie universelle, c'est une police d'assurance dans laquelle on a une assurance vie entière qui protège toute notre vie durant pour un certain capital d'essai et un volet investissement. Donc, on va payer une prime, il y a une partie qui va aller pour se protéger et une partie qui va s'en aller dans des produits d'investissement. Et c'est quoi les arguments de vente là, des promoteurs de ces produits-là? Les arguments de vente, c'est que le volet investissement pourra un jour servir à payer la prime. Donc, on n'aura plus cette responsabilité financière-là et on va rester assuré. L'autre argument aussi, c'est que encore la partie investissement comporte des caractéristiques fiscales avantageuses. Philippe, tu as analysé plusieurs contrats d'assurance de ce genre-là. C'est quoi les principales failles que tu as découvertes? Le principal enjeu, le principal problème, c'est que la partie investissement, les rendements ne sont pas au rendez-vous. Donc, lors de la vente du produit, on va se faire une projection comme quoi la prime va s'autofinancer à partir d'un certain moment, mais dans la réalité, on n'atteint jamais le moment où la prime va s'autofinancer ou que très tard. Donc, les promesses qui ont été faites au départ ne se matérialisent pas. Et ça, c'est dû au fait que le rendement est inadéquat. Il est inadéquat parce que les frais des produits sous-jacents sont élevés. Ils sont inadéquats parce que les fameuses caractéristiques fiscales avantageuses, mais c'est une apparence. En réalité, la compagnie d'assurance, elle doit payer des impôts pour les investissements qui sont détenus dans ce type de police-là. Elle les refile, bien évidemment, aux consommateurs. Et finalement, le courtier, lui, est rémunéré sur la prime qui est vendue. Et souvent, ce sont des très grosses primes qu'on doit payer pour ce type de police-là. Donc, une très grosse commission aux vendeurs. Et encore une fois, le frais est refilé au client ultimement. Donc, un rendement inexistant ou inadéquat. On a même vu une fois une cliente, elle n'a eu aucun rendement. Elle avait investi... Zéro. Aucun rendement sur une période de combien? De 5 ans. Elle avait investi 18 000 par année dans sa police. Elle avait eu aucun rendement. Et comble du malheur, elle ne pouvait pas sortir de son produit puisqu'il y avait une juteuse pénalité à la sortie. Elle doit encore attendre. Donc, on parle de rendement nul et ça se compare à quoi, par exemple, si on avait simplement investi cette somme-là dans les marchés? Dans cet exemple-là, elle aurait fait un rendement de 20 000 et pour une répartition conservatrice, là. Donc, c'est un rendement, un écart qui est très, très important. C'est la raison pour laquelle on dit que le rendement est insuffisant. Mais Philippe, au-delà des frais, au-delà de la complexité de ces produits-là, qu'est-ce qu'on a découvert également? Bien, c'est cet assemblage-là fait que le produit reste plutôt abstrait. Donc, dans la reddition des comptes également, c'est très abstrait. Annuellement, lorsqu'on reçoit nos relevés, on n'a pas de rapport de rendement, on ne connaît pas la composition de notre portefeuille, qu'est-ce qu'on détient. Donc, c'est difficile de savoir si ce qu'on a, c'est bon ou si c'est mauvais. Et tout ça est caché. Et le contrat de la fameuse assurance vie universelle comporte des dizaines de pages. Donc, c'est pas simple à comprendre pour le commun des mortels. Non, pas du tout. Ça prend des connaissances en droit, en fiscalité, en actuariat, en comptabilité. C'est pratiquement impossible à comprendre. Même nous, on a de la difficulté à comprendre ce type de contrat-là. Mais si on est déjà les mains attachées par un tel produit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut essayer de se compromettre le moins possible. Donc, idéalement, s'en retirer lorsque c'est possible, ou sinon réduire la prime au minimum. Il y a un minimum qu'on peut verser. Il y a peut-être un montant qui est rachetable sans pénalité. Donc, c'est d'essayer le plus possible de voir les façons où on peut se retirer du produit. Et ultimement, pour une nouvelle personne qui veut adhérer à une assurance, c'est de prendre une assurance qui répond à ses besoins. Souvent, les besoins sont temporaires, Yannick, puisque à un certain moment, à la retraite, on possède le capital financier suffisant
pour s'auto-assurer. C'est-à-dire que si on décède, bien ce capital-là va à notre héritier ou notre héritière, puis elle peut l'utiliser pour continuer à maintenir le niveau de vie du ménage. Donc, une assurance temporaire, pour la plupart des gens, c'est suffisant. Pour le volet assurance, pour le volet investissement Oui. maintenant, bien, c'est de trouver un gestionnaire de portefeuille compétent qui a démontré sa capacité à battre les marchés à long terme, simplement. Donc, de bien séparer les deux, de laisser aux assureurs les besoins d'assurance, Oui. puis de laisser aux investisseurs les besoins d'investissement. Donc, avant de dire oui, je le veux, un tel produit, Philippe, il faut bien y penser. Tout à fait, Yannick, il faut bien lire le contrat de mariage surtout. Philippe, merci beaucoup pour ces explications très éloquentes. Merci, Yannick.